الظمأ الذي لا يطفئه اكتساب العلم، وإنما يزيده قوة وشدة والتهابا. فأنا لا أحصل نصيبا من المعرفة إلا أغراني بأن أحصل شيئا آخر من بعده من بعده مدى وأشد عمقا، وليس في هذا نفسه شيء من الغرابة. فإذا كانت حاجة من عاش لا تنقصني، فحاجة من ذاق المعرفة أشد الحاجات وأعظمها إغراء بالتزيد منها والإمعان فيها. أحد الوزيرين المولود سنة 1940 وخلال المقابلة البيوغرافية أكد دور القراءة التي كانت هوايته الأولى منذ سن الخامسة، والتي كان يمارسها خلسة بالنهار لأنه كان مدعو للقيام ببعض الأعمال المنزلية وخاصة في الحية، وعلى ضوء فتيل الزيت ليلا ليسهر طويلا مع قصص علمته التحدي، وكان لها التأثير الإيجابي في خلق الحس المرهف لديه بقضايا الإنسانية ومعاناة الآخرين وهمومهم. وكان دائما يستبطن دور بطل القصة القائد المنقذ أو الفائز أو المؤثر، أدوار ساهمت في تشكل مرساة القيادة الإدارية. وأخيرا، ومن خلال كل ما قاله الناجحون في مساراتهم المهنية عن القراءة، يمكن أن نستخلص إلى أن القراءة في باطنها تبني صلابة نفسية لا تنكسر مهما نابت نوائب الدهر، وتشيد أعمدة فكرية لا تسقطها الرياح العاتية مهما كانت قوتها، وتنشئ مواقف واتجاهات مرنة تحمي الفرد من الانكسارات والصدمات. في باطنها، في ظاهرها، تصبغ النجاح بالرصانة والحكمة، وتلونه بالخلق والإبداع، وتزينه بالأمل والسعادة. وشكرا لكم. Quel défi, hein? L'intervention de M. Dely est pleine de poésie, de sensibilité. En fait, M. Dely n'est pas un spécialiste en pédagogie, il est plutôt intéressé par la relation entre lecture et succès dans la carrière professionnelle. Donc, M. Dely, d'abord, il cite un poème que je suis incapable de traduire, malheureusement. Et alors, donc, après, donc... citation de Taha Hossein, où on peut conclure donc, que la lecture est une pratique qui soutient la réussite scolaire, qui renforce le succès professionnel. Il a mené une enquête donc, auprès de certains cadres qui, après 30 ans, après 30 ans, ils se trouvent à la tête de postes de décideurs. Donc, ils voulaient étudier surtout... ça, c'est pas moi, ça. C'est Taylor. Taylor, ah, d'accord. Donc, cette étude, elle a démontré que les personnes qui aiment la lecture se trouvent, voilà, j'ai trouvé le fil de mes idées, se trouvent souvent à la tête de postes de décideurs. Et selon certaines statistiques aussi, qui démontrent que les femmes qui aiment la lecture, elles se trouvent aussi directrices dans certains domaines. Des femmes de carrière. Alors voilà, j'arrive à la thèse de Dr Yosseli. Il a étudié donc le cas de 780 cadres du secteur 748 cadres du secteur public, dont 12 cadres supérieurs, donc des ministres et des directeurs généraux. Donc il voulait savoir surtout, en se basant sur les travaux d'Edgar Chen, ou les encres de carrière, il voulait... quelle encre était dominante? Voilà, quelle encre était dominante. Donc il cite 8 encres de carrière. Donc l'encre
technique, managériale, autonomie, sécurité et stabilité, esprit entrepreneurial, service dévouement, défis et style de vie. Alors, chaque individu, il se voit normalement dans l'un de ces encres. Alors, pour l'encre, pour les 748 profils étudiés, c'est principalement 3 encres. Donc, l'encre managériale, qui domine le plus, puis l'encre défi et le service dévouement. Alors, Monsieur Daly, il décrit le profil des décideurs et analyse en fait le rôle de la lecture dans la définition de ce profil ou l'ancrage dans l'un de ces encres. Donc, alors, le premier ancrage, managérial, quelles sont les compétences que la lecture aiderait à développer? Donc, il cite l'esprit analytique, la compréhension et l'évaluation. L'évaluation, en fait, l'évaluation de la qualité de l'information, l'enchaînement entre les événements. Ouais. Puis, certains individus, en fait, ils font leurs principes, font leur choix, non pas en fonction des compétences techniques, mais plutôt de principes. Donc, c'est des gens qui veulent rendre un service. Ici, le domaine de la médecine, les services sociaux ou encore l'enseignement. Et ces gens-là, ils se voient plutôt dans l'encre service dévouement. Donc, la lecture, en fait, elle va nourrir ce côté-là, cette sensibilité-là. Et toujours en référence aux travaux d'Edgar Schein, donc la lecture, elle va amener les gens à réussir. Pourquoi? Parce qu'il va leur apprendre à surmonter. C'était une observation, ça c'était mes observations. D'accord. Pas des observations de Schein. D'accord. Mais vous faites référence aux travaux de Schein en fait. Non, seulement sur les encres. D'accord, ok. Donc là, il n'a pas fait le lien, voilà. D'accord. C'est moi qui ai fait le lien. D'accord. Donc, selon la remarque ou le constat de M. Daly, donc la lecture, elle va aider les individus à surmonter les difficultés. Donc, elle va les apprendre à vaincre leur peur, à défier certaines conditions. Donc, comme conclusion, cette catégorie de personnes aime les défis, aime les challenges. Et la lecture, en fait, est en soi un challenge, un défi. Donc, comment résister au défi, le sommeil, alors qu'on a encore quelques pages à finir d'un roman très intéressant. Donc, on voudrait le finir malgré la fatigue et tout ça. Lire aussi, c'est apprendre. C'est une tentation pour apprendre davantage, apprendre à se défier soi-même et à surmonter certaines conditions difficiles. Donc ici c'est Taha Hossein, c'est ça. Et en fait, lire, c'est aussi rêver d'une situation meilleure, d'un monde meilleur. Donc la lecture, selon le constat de M. Daly, renforce la personnalité de l'individu, le rend aussi plus flexible, plus ouvert à différentes situations. Elle lui apprend à être plus sage, créatif et plein d'espoir. Merci. Merci. Donc j'invite Siliva, qui est membre de l'association et président de l'association ATIP, pour l'intervention psychopédagogique, où il va nous parler de bibliothérapie. Elisabeth Youssef, doctorant en psychologie de l'éducation et du développement, président de l'ATIP, l'association tunisienne pour l'intervention psychopédagogique. ناشط جمعيتي. اليوم باش نحكي شويه هكا على la bibliothérapie et le changement de comportement à travers la lecture suivie. La lecture en général. Bon. Personnellement, j'ai travaillé mon master
sur l'intelligence multiple et les apprentissages scolaires. Et j'ai pris comme exemple les enfants en difficulté ou bien, soi-disant, la TSA, ceux qui ont des troubles spécifiques d'apprentissage et comment changer leur comportement ou leurs attentes sur les apprentissages principaux. Bon. العرض بالعربي باش ننطقوا باش هذا كل تعرفوه على خاطر سي ريشيرش بيبليوغرافيك. من بعد باش نمشيو ريشيرش اكسيون اللي عملت فيها تجربه على تغيير سلوك زوز سلوكات او بلوتو دوز اكسبيريونس. الاكسبيريونس الاولى النمله والصراد كومون لا فامي المعروفه le cigale, comment changer le comportement de, soi-disant, les attentes plutôt des enfants vers les intelligences multiples et surtout l'intelligence musicale et artistique, d'après Howard Gardner. Puis, la deuxième expérience, c'est comment agir sur les enfants qui ont la résiliation apprise ou l'impuissance acquise, qui ne peuvent pas suivre à travers la lecture suivie, bien sûr. Bon, العرض اليوم قلت لكم عرض بيبليوغرافيك. Bien sûr, فمش واحد ما يعرفش المتنبي. أعز مكانا في الدنا سرج سابح وخير جليس في الأنان كتابه. هذه apparemment يونغ يحكي على الكونسنس كوليكتيف، لانه في اللاوعي الجمعي بتاعنا، لان احنا ثقافه مشافهاتيه. دكتور بوحديبه يقول المجتمعات العربيه الاسلاميه هي زالت في المراحل الفنيه، سون دي سوسيتي اورال بمفهومه هو بيان سور في كتابه l'éducation l'islam et la sexualité يعرف شو يقصد، لكن مانيش بعد برشا عليه. القراءة والكتابة والمشافهة يعني هي في ثقافتنا عموما. effectivement انا باش نعمل عرض بسيط لاني باش نخلط به البيبليوثيرابي، هذا العلاج بالمطالعه، كيفاش نستعمل المطالعه لتغيير السلوك، للتدخين اللي قاعدين يدخنوا، للديبرسيون اللي عندهم بيان سور، وتجارب وهذيك لي ستاتستيك vous allez voir comment guérir la dépression avec la bibliothérapie soi-disant. احنا عندنا في الموروث وما برشا توا خاطر هذه تقنيه غربيه، معناها يحكيوا برشا على شيخ البحر يورمان اندسي، شو اسمه شيخ البحر ناس سيمينغوي. احنا عندنا كيريلو زلنا مثلا من الكتب المعروفه برشا، هيدا يورمان اندسي شيخ البحر. كيريلو زلنا من الكتب المتميزه في معالجه وفي تغيير بعض السلوكات، مع اكيد لانه القصص موجوده برشا، يبقى الاخصائي النفساني هو اللي قادر يعني يطوع القصه ويحاول يوجهها في الوجهه اللي يحسوا بها في علاقه معناها بالطفل والا حتى بالراجل الكبير ولا يعني اللي عنده مشكله. في نفس الوقت أنا عضو في جمعية منارة الأدب. منارة الأدب عندنا برنامج Venez pour lire, une action associative, braquage pour lire. نوقفوا العباد ماشيين هابطين البحر، نوقفوهم نعطيوهم كتاب، نقولوا له هذه عقوبة أنك تمشي تعوم في البحر من دون ما تقرأ، نعطيهم كتب. عملنا حاوية برويطة وهزيناها للبحر وعطينا العباد كتب كيف كتب صغار يصير، هذوما جابوهم لنا الناشئين والأدباء وفرقنا عليهم في على الشط. على فكرة لاحظنا وما نعرفش علاش
ربما تطلب دراسة أخرى، أنه اللي هزوا الكتب أغلبيتهم ما رجعوهمش، لكن احنا متوقعين أنه قلنا يا يرجعوا ما يرجعوش مشكل، لكن فما اللي يرجعوهم هذوك ما عاودنا رجعنا بهم من غدوة. حركة حلوة برشا من جمعية منارة الأدب، ماشيين توا في اللاتيب في الأسوسيسيون اللي أنا رئيسها، عملنا مشروع قدمناه لوزارة التربية باش ناخذوا الكيران معناها دي بوس اون بان ونعملوا لهم ريميناجمون فوالا، صلحوهم كل شيء ويوليو هما دي اسباس بور لير، خاصة تعرف ليزيكول بريمير يقول لك انا با ديسباس وديما هذيك مشكلة الفضاء. قلنا تيان مادام هذه كرهبة معطلة كار مطيشة على خاطر بولونة وموتور، انا با بزوان دو سا، انا بزوان دو لا كاركاس. قدمنا المشروع هذا ان شاء الله باش نعملوها ان اسباس دو ليكتور معناها بيبليوتيك افيك فيديو بروجيكتور افيك تو، ان شاء الله هذا باش يكون في اطار l'association tunisienne pour l'intervention psychopédagogique. Alors, إذا المتنبي ذكرنا بحبنا المطالعة، الشخص هذا تعرفوا الناس كل ما يقولوا طحوا عليه الكتب اللي هو الجاحظ. بيان سور العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يحفظون. تعرفوا شكون قالها؟ لأنهم يعرفون أكثر من اللي ربما نعرفوه كل واحد. جباس المدة الزمنية التي يقضيها العرب في المطالعة في العالم. فوالا ها؟ مساج فعلا. نلاحظوا أنه حسابنا كله بالدقائق. في تونس في المرتبة أو 32% من المدركين للتعلم. عدد كتب المطالعة التي يقرأها كل مواطن في السنة. نشوفوا ديما نقارنوا باليونيون أوروبيان 35، إسرائيل 40، اليو اس اي 11 لانجلتير 7، لكن احنا طيحنا عليهم شويه 4 صفحات. يس واقع المطالعه باسباب العزوف. بيجي سمعت بليزيور فاريابل برشا اسباب، كل واحد يقول شنو السبب. اون فابوار لي كوز كي لاس و qui mène à la non-lecture. Le variable économique, soi-disant. برشا يقول لك ظروف مادية وأنا با بزوان واحد معناها مش مكفي باش يقعد يقرأ. نو سي با فري، لأنه نشوفوا أنه في حالات معينة تتطور الحكاية أكثر من هذا، وينجم يكون حتى الظروف المادية تتغير. جورجيا 100% ناس طالعة وتقرأ. كوبا 99.8 اوكرانيا ايتترا، لكن نرجعوا ديما فلسطين في ترتيبها كيف رقم 80. نرجعوا نشوفوا تونس ماهيش برشا المحالة على خاطر 128 قريب للاخر رقم. يعني واقع مصر. حركة النشر والتوزيع والترجمة نشوفوا انه حركة النشر والتوزيع والترجمة في الدول العربية ما تجيش ما با 1%. معدل الكتب المترجمة في السنة قداش نترجموا؟ ديما بالمقارنة شوفوا مع اسبانيا، مع المجر، اسرائيل. ايضا لكل مليون عربي تخيلوا قداش التجربة لأقل من كتاب. وهذا بيان سور معناها يخلينا عبارة ما ترجمنا حتى شيء. كل ما تترجم إلى العربية منذ عصر مأمون وأدراك إلى العصر الحالي 10,000 كتاب، وهو يساوي حصيلة ما ترجمته إسبانيا في البرشا عام واحد. لأنه حقيقة واقع الترجمة ضعيف برشا. معدل نشر الكتب في العالم لكل 12,000 مواطن عربي كتاب واحد.
مبيعات الكتب إجمالا في كل أنحاء العالم 88 مليار، لكن نشوفوا في الدول العربية نصيب العالم العربي قديه؟ 1%. المتغير التكنولوجي فاكتور وفاريابل تكنولوجيك. ديما نقولوا انه التلفزه خذات بقعه الكتاب والنيميريك الى سبستيوي لو ليفر، مي سي با فري، اون فا فوار. من وسائط المعرفيه التقليديه هي محدوده في الثوره المعلوماتيه. نشوفوا يعني التخمه نتاع كتب نتاع التكنولوجيا، لكن في العالم العربي بريسك كهو. هل صحيح أن الإدمان على التكنولوجيا الحديثة أفقد الرغبة والوقت في المطالعة؟ الإجابة تجينا من عند السيد هذا. connaissez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu vendre 41 000 copies de son roman sur Internet. Et avec le mode d'arrêt en 15 jours. 15 heures. Voilà. C'est faisable. Cas exceptionnel. لكن واقع الانترنت في الدول العربية أشد إيلاما من واقع الكتب. voyons النشر الإلكتروني لا يكاد يذكر في الدول العربية، ومعدل ما يقضيه الطفل العربي أمام التلفاز هو أعلى ما يقضيه الطفل الأمريكي أو الأوروبي. لأنه احنا بالنسبة لنا ربما حتى الإنترنت استعمل فيها أغلبيتها الفيسبوك والشات. نسبة مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي ما شاء الله 4%. الأمية التكنولوجية تعني تدني نسبة معرفة واستعمال وامتلاك الحواسيب بين نسبة المتعلمين. Voyons maintenant le facteur ou variable sociologique. الأمية مفهومها عدم القدرة على قراءة أو كتابة جملة بسيطة باللغة الأم. هذا تعريف قديم لأنه ما عادش. عدد الأميين في العالم العربي يبلغ 60 مليون. ثلث الأميين هم من النساء، يعني سبب ضعف المطالعة هو الأمي. الأمي في الدول المتقدمة هو من لا يستخدم الكمبيوتر، وهنا تغيير بتاع مفهوم الأمية. المتغير التعليم وفاريابل education. نشوفوا أنه قد ما تكون نسبة التمدرس عالية، قد ما تكون نسبة المطالعة عالية. تدني مستوى القراءة يعود إلى هذه الأسباب التعليمية. المناهج التعليمية وتنشوفهم بعد في المقترحات. التنشئة الاجتماعية socialisation، لأن اليوم نحكيو على الرضاعة المكتبية الفطام المكتبي، والدافعية الذاتية l'automotivation ولا motivation intrinsèque. من بين 21 دولة عربية 8 منها بدون تعليم إلزامي، يعني تقرأ ولا ما تقرأش عادي جدا. وجود نص قصير المدة وغير مطبق. ايش معنى قصير؟ معناها يلزمك بسين من 6 ل 16، يقول لك ما تقراش رغم اللي 14 عام يخلط تحت شو اسمه الاعدادي الكوليجي يخرجوه، رغم اللي هو غير قانوني. القانون يلزم التمدرس من 6 ل 16 وغير مطبق. شهادة محدودة الصلاحية، يعني اليوم الناس تاخذ في شهادة ما يعرفش يقرأ جملة. لم يعد المجتمع هو الذي يضمن للأفراد حق التمدرس، بل على الأفراد رسمالة الموارد الخاصة بهم وإخضاعها لقوانين السوق. وذلك علاش اليوم يقول لك تقرأ ما تقراش مستقبل ما فماش. المتغير الثقافي الحضاري variable socio-culturel.
العرب 1100 مليار يصرفوهم في الإنفاق العسكري ما شاء الله شفتوا بعض. 500 مليار ينفقوهم على الطب. أي 300 مليار على الإعلانات. ولكن التعليم قداش يصرفوا عليه؟ مش برشا 6 مليار. En dollars. Alors, في تونس هاش قاعدين نصرفوا؟ قاعدين نصرفوا في 30 دينار في السنة لشراء الكتب. المعدل 30 عام في 30 دينار في السنة معناها التمويل مكتبة منزلية. المتغير السياسي فاكتور بوليتيك جاء في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعداد للكواكب أن المستبد عدو الحق عدو الحرية يقاتلهما والحق أبو البشر والحرية أمهم البشر والحرية أمهم والعوام وصبية أيتام نيام لا يعلمون شيئا والعلماء هم أخوتهم الراشدون إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبوا وإلا فيتصل نومهم بالموت. يعني المسألة كلها مسألة سياسية لنا. هذاك علاش فهل من مصلحة النظم العربية الاستبدادية تغييب الإنسان وقتل روح المواطنة فيه من خلال مصادرة الكتاب والرقابة عليه والحد من النشر ورفع قيمة التكلفة حتى لا يتمكن من شرائها. وهنا نعرف محاكم التفتيش في الآراء والمواقف. إذا تقليص الكلفة الممولة من طرف الأموال العمومية لتغطية احتياجات المؤسسة التربوية من خلال نقل التكلفة بها إلى العائلة. هذا ضرب لمجانية التعليم. هذاك علاش ولا التعليم عموما صعب. النخبة الاقتصادية تمسك يدها عندما يتعلق الأمر بالإنفاق على تدريس الطبقات الشعبية وتجهيز المدارس، وهذا ضرب لعمومية التعليم. وهذا كله يؤثر على المطالعة بسبب قلة الموارد وهشاشة البنى التحتية وانتصار هيمنة ثقافة الاستهلاك. غابت المكتبات العمومية عن المدارس العمومية. نشوفوا انه تمشي المدرسه يقول لك انا ما عنديش حتى مش نقرش نعمل انا كوم سيتي ان لوكس المكتبه في حين هي قاطره المعارف. من الكتب اللي توجدت وغريبه موجهه هناك عدم الرقابه عدم القبر والى القصه نتاع الحمامه تعرفوها عفوا قصه الارنب اللي في الاخر لقات الحل نتاعها انها تلقي بنفسها في البئر وصارت عليها ضجة حتى الأخصائيين النفسيين توجهوا لدار النشر لأنه اجتماع. المهم نتعدى شوية نمشيو للإجراءات العاجلة. تعدد المداخلين للنهوض بالمطالعة وزارة التربية والطفولة وغيره. تخفيض سعر الورق ب 40%. تمكين الناشئة من تخفيض بنسبة 5% تكلفة الشحن. بعد بين 60 و 70 مكتبة من خلال يعني المخططات اللي كانت موجودة. صدور قانون حماية الملكية المدنية. إعفاء المشاركين في معارض الكتاب بالخارج. إحداث خطط وطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار. إجراءات عاجلة. اقتناء وزارة الثقافة مجموعات من العناوين. تنظيم تظاهرات ثقافية لترغيب الكتب. وهنا يعني أنه الكتاب يسلم كهدية. حلول ولكن اللي لاحظوا فيه أنه نزال في تونس من 1029 تونسي 75% لم تطأ أقدامهم مكتبة عمومية. وحتى اللي مشاو 22.74 لم يطالعوا طيلة حياتهم كتابا. زيادة على أن 13.12% فقط يتجهون إلى المكتبات العمومية لكن مش بغية القراءة بل بغية المراجعة. 48% يمشوا للمكتبة باش معناها كم سال ديتود مش يقراوا فيها وكاو. 18% قالوا أنهم ببساطة لا يحبون القراءة. ما العمل؟ نشوفوا لهنا الطفل في نمور. وهنا فرويد يحكي على لانستان دو سافوار
فما غريزة القراءة وغريزة التعلم الصغير من اللي هو صغير. كلنا وقت اللي كنا صغار نحبوا نقراو، شنو اللي خلانا وقت اللي نمشيو للمكتب عادش نحبوا نشدوا كتاب في ايدينا. اكيد فما مشكلة. ايضا المقاربة البيداغوجية، مراجعة المناهج التعليمية، إخراج حصة المطالعة، وهذه مشكلة كبيرة أنه حصة المطالعة تعتبر من الروافد. الروافد معناها ليست حصة رسمية، حتى المعلمين ولا ما عادش يقريوها، مادام هي من الروافد وما فيهاش عدد ونعرفوا براغماتيزم، معناها مادام فماش عدد ما يحضرهاش، وهذه مشكلة كبيرة. بعث مكتبات بالمدارس بيان سور، تنظيم لقاءات بين يعني نشر التجارب واحضار مؤلفين المدارس كما حالة صارت في بعض الجهات، اعداد او اعاده اعتبار القراءه النموذجيه. وهنا توجه المعلمين بالاساس ان القراءه النموذجيه هذيك الليكتور ماجسترال راح يتعاون برشا وتحبب برشا صغير كما كانت تماتنا تخرف لنا، لكن النغمه الصوتيه هذيك راهي عندها قيمه كبيره برشا. بعض نوادي مسرح بيان سور والكلوب السينما لانهم باش يحاولوا يطوروا برشا المطالعه. المقاربه العائليه، توفير المكتبه العائليه في كل بيت. وانا عملت دراسه مره اونتروتيان بلوتو سامحوني كيسيونير ندور عندك مكتبه مدار؟ قال لي عندي. ما نسالش نشوفها، توريني مكتبه معبيه بالمعون وبالصحنه. هاي مكتبه، وين المكتبه؟ قال لي هاي مكتبه، يعني عندنا في منظورنا المكتبه اللي هي فيها تلزق وشويه معون وصحنه سي صار. اتاحت فرصه للاطفال لانشاء مكتبه صغيره مصحنه، استغلال المناسبات لشراء كتب للاطفال. المقاربه المؤسساتيه، تشجيع على ترجمه القصص خاصه من الادب الانساني. دعوه الجمعيه للقيام بانشطه مسابقات وجوائز. استغلال معارض الكتب بتنظيم زيارات. دعوه المؤلفين للتخصص في قصص الاطفال، خاطر مش بالسهل انه الانسان يكتب الاطفال. المقاربه المؤسساتيه، تماشي الكتاب مع سن الطفل يراعي نمو العقل والانفعال، مهم برشا. جعل الغلاف الخارجي ملفت للنظر. كتابه بخط واضح وكبير، وهنا تحل مشكله اللي عندهم ديسلكسي. استعمال اللغه بسيطه وسهله. جعل مواضيع الكتاب مترابطه وصورها معبره عن الواقع. هذه كلها نجيو توا المقاربه النفسيه. كما قلنا عدم استعمال الكتاب كوسيله عقابيه، تقعد عاقل ولا برمش يشد كتابك ولا برمش يقرا، بالتالي معناها الشونتاج هذايا يصير يولي الكتاب عقاب. إعادة الاعتبار إلى دور العائلة في المرافقة المدرسية والمكتبية. اعتبار الكتاب وسيط معوض، تعرف لوبجي ترانزيسيونيل، الأم اللي تمشي وتخلي لقطة ولا من حوايجها عند ولدها تلقاه يقعد وداير بريحتها. كيف احنا صغار كي معلموهم من الصغرى، ذاك الكتاب هذاك يولي هو بيدو يتربى عليه. هنا حكينا قبيله على التنشئه الاجتماعيه وكيفاش انه الصغير يتربى في بيئه محفوفه بالكتب. مواصله الرضاعه المكتبيه في سن المراهقه، لانه احنا ديما صغير شد برمش يقرا روحك، ما فيها باس تحطه في حضنك، تحاول. هذه هي الرضاعه المكتبيه، يعني سيدري هو صار سيدراج، لكن il a besoin aussi de s'allaiter comment dirais-je par le livre، معناها انه يكون الكتاب هو عباره على حاجه. خاطر الصغير وقت اللي يبدا يرضع ما حاجوش بالحليب، برا قل له شنو اللي فيه منافع ما يعني حتى شيء. هو يعني اكل الدوبل بوند هذيك انتر لونفون اي سا مير، لا ريلاسيون مير انفون، هذيك هي اللي تعني. ما الحليب فيه فيتامين دي ولا بي ولا سي ولا اشرب تمرض، لا، هو اللي يحب. وعلاش برشا اللي تلقاه ترضع وعينها في السمات عندها شرود ولا عندها مشاكل، ياريف انه يقدم انه يكون اجريسيف، هو بيده يولي معناها ما عادش مهتم برشا. وهذا مهم ياسر في القراءه. صغارنا الذين يقراوا يبداو يسكوا كيف تشجيع سلوك القراءه قبل النوم، حكى عليها الدكتور. معالجه ظاهره صعوبات التعلم، وهنا قلنا انه كيفاش نستعملوا معاهم المطالعه بشويه بشويه، يعني يفوا خاطر المعركه الكبيره هي الانتر، معناها لو ريفال انتر لامور ولو بوفوار لير اي لو فولوار لير. وقت اللي هو يفو لير تو يمشي ويقرا وحده، اما كي نكرهوه في القرايه والقرايه تولي منها عقوبه، بيان سور مش باش يرحب بها برشا ومش باش يقربها. ايفيكتيفمون نجيو لهنا لا بيبليوثيرابي.
كيفاش يصير العلاج بالمطالعة. ديمو بور ديمو. فوالا لير سي guérir. منافع القراءة تحمي الشخص من الخرف الألزهايمر، هذا مهم. تحفظ الضغط النفسي وتساعد على الاسترخاء. تثري الزاد اللغوي، تنمي المعارف، تقوي الذاكرة والتركيز، تطور مهارات الكتابة لدى الناشئة. تجربة صارت مع المصاب بالانهيار العصبي. 200 مصاب بالانهيار العصبي عملوا جروب اكسبيرمنتال مجتمع. النصف خضعوا للعلاج الكيميائي بالزونتي ديبريسور، معناها التريتمون قال لونتي ديبريسور pour 200 personnes dépression nerveuse. وخذاو الشطر الثاني عملوا لهم معناها قصص مطالعة حول الانهيار العصبي، بالكتب يقرا كتاب على الانهيار العصبي شنو هو لانه بان بكاشف داير لا تي سي سي خدمت على برشا تريتمون كونيكتيف وكومبورتمونتال. نشوف حتى من بعد باش يبيدها قاعد تجوزها انه الانسان وقت اللي يبدا يقرا على حاجه هو مريض بها يفهم اكثر، لا بريز دو كونسيونس تعاونه اكثر انه يولي ينجم هو بيدو بروحه. فوالا في خلال 4 أشهر après 4 mois les résultats 42 d'ailleurs 24% من اللي عملوا تريتمون فارماسيوتيك صح برافو. Alors que 42,5% des malades qui ont lu des livres à propos de la dépression ont guéri aussi, mais la différence est claire. هنا كيف في 2004 خذاو مسنين اللي عندهم الانهيار العصبي كيف عملوا هنا بالمقارنه ما عادش بالادويه بالعلاج العرفاني السلوكي هذا كونيتيف وكومبورتمونتال والعلاج بالمطالعه كيف بعد 3 شهور عطاو نتيجه. لكن الفرق انه اللي عالجوا بالمطالعه ما عملوش ريغريسيون ما رجعوش واصلوا قدام. تغيير السلوك التجربه هذه تقوم على نيلين: تغيير المواقف بتنميه الذكاء المتعدده changement des attitudes à travers l'intelligence multiple et la valorisation des compétences artistiques. حكايه النمله والصرار كنا نعرفوها. الصرار والنمله كنا نعرفوها كيفاش ان ديما الصرار يغني ومكروه مهم ولا النمله الجاده والنمله تبارك الله عليها وخدامه. بون اعطيناهم المجموعه نتاع تلامذه 25 إلاف اني زادوني هذاك ليستوار تيل كيلي كما هي. ومن بعد بيان سور عملنا on a passé le questionnaire et puis on a changé l'histoire. كي بدلنا هذه القصه كامله سهله برشا. كان الصرار يلهو كما نعرفوها والنمله معناها تخدم وكل شيء. من بعد جا الشتاء عمك الصرار نسيت المقاش ما ياكل مشى للنمله قالت لا هنا كيفاش انها ما عندهاش ما تتفاعلش معاه كل شيء. لكن شنو اللي صار انه طردته قالت ما نعطيكش وكل شيء خاطرك انت ما كنتش تخدم على روحك وما كنتش معناها كنت تغني وكونسي معناها ما كنتش جد. عودنا من بعد قدرنا لهم نفس الحكايه لكن زدنا ما يلي: وفي يوم من الايام مرضت النمله واصيبت بارهاق كبير الزمها الفراش فاوصاها الطبيب بقليل من الراحه والترفيه على النفس. هناك تولي الثيرابيوت. فوالا ذهبت إلى الصرار وطلبت منه أن يعزف لها بعض الأنغام مقابل حبيبات من القمح وبفضله شفيت النملة وأصبح الصرار معالج النمل. من الإرهاق والضجر تزاد اجتهادهم ودب النشاط والانشراح كما اطمأن الصرار على قوته طيلة العام. ولا معالج
نظرة الصغار من الأول للصرار تبدلت، وهذا هو كيفاش نحثوا تغيير على سلوك الأطفال. اللي بالأزرق هو نص اللول اللي نعرفوه الناس كله اللي تربينا عليه. اللي بالأحمر هو النص الثاني، وهنا شانجمون ديزاتيتود. شوفوا السؤال مثلا يعجبني عمل النملة، من اللول بالطريقة التقليدية كلهم جاوبوا. المرة الثانية كيف عمل النملة سادة باهي، لكن أنا باش نقف على اللي طايحين برشا. يعجبني عمل الصرار. المرة الأولى نسبة 1 تقريبا إجابة، الناس الكل مش راضية على عمل الصرار. لكن في القصة الثانية وقت اللي قلنا لهم ولا معالج ولا أنا فالوريزي أولا الانتليجنس ارتستيك، ولا عنده جدوى، عنده نفع في المجتمع، فهمت؟ ولا بالعكس هو طبيب. شوفوا قداش طلعت من 1 ل 18. الناس الكل ولاو مقتنعين انه الصرار عنده ما يزيد، عنده ما يعمل. ناخذ مثلا السؤال 6 او الصرار يساعد الاخرين. من الاول كان ما عنده حتى دور، ما يصح حتى شيء كونسي معناها زي. لكن شوفوا من بعد فاش تغير الموقف نتاع الصغار ولا بالفعل يساعد الاخرين، يعني ولا عنده قيمه. نشوفوا مثلا 7 النمله تحب الغناء. من الاول شويه بكل لانه يعني الغناء وكانه في المخيال الشعبي حاجه مش باهيه فن، لكن من بعد شوف قداش طلع 12. لهنا ما تقعدش برشا خاطر فما المقاومه البوزيسيون على الكونفورميزم، خاطر الناس الكل تعرف انه الخدمه باهيه في منظورنا، لكن هما ما طلعوهاش برشا، طلعوا 12 لكن تغير نظرتهم بليز مع اشتغال اخر ومع فهم اخر. انا نصور انهم يزيدوا. كيف الصرار يحب العمل. اجابه الاولى 3 برك قالوا يحب العمل، لكن من بعد نشوفوا ولاو 10 كيف وكأنه خايفين من الشانجمون، خاطر المألوف المعروف أنه الصرار يغني وديما معناها كمسين ماهوش مقبول. الثامنة بلوتو الأخرى العمل وحده كاف لأن يشعرك أو لأن تشعر بالسعادة، بل كانوا يصوروا أنه بالفعل العمل وحده كافي. شوفوا النتيجة. من بعد نقصت نسبيا فوالا 7 هذا كيفاش تغير سلوك الصغيرات اترافير تغيير محتوى القصة. علاش القصص عندها دور. التجربة الثانية هي مقاومة الإحساس بالخنوع المكتسب، لا ريزيلينس ابريس، لكن الصغير اللي ديما يرى روحه انه غير فاشل، غير قادر على انه يعمل اي حاجة، معناها استبطن دونيته. لدى التلاميذ عن طريق تقبل الفشل، فوالا انا نيل ما نجح شيء، واستثمار الخطا كيف يتعلم. لهنا ثم قصه فوالا هي موجوده على اليوتيوب، اما جست باش نوريكم النص نتاعها. لهنا انطلقنا من قصه هو النص كتبته انا فيه لو لابان ميسان ديك الارنب الطبيب كيفاش عالج معناها استحضار. هي الارنب هو السلحفاة كيفاش الارنب انهزم قدام السلحفاة، لكن ما يعنيش هذا انه سي لا فان دو موند. وهذاك علاش كيفاش ان فهمناهم انه التغيير سلوك او عفوا انه الفشل ماهوش كارثي، وبالتالي مش نهاية العالم، وبالتالي قادر انه الصغير يطور فماشن جست لانه فما كتاب كيف نتعلم من اخطائنا. قصيتها نزلت بصبري على حاجه فيديو
المهم القصة هذه انطلقنا من القصة ومن بعد رجعنا للنص، انطلقنا من الفيديو ومن بعد رجعنا للقصة باش يحبها أكثر ويواصلوا يتبعوها باش يوليو يقراو أكثر. ولهناش كيفاش أنه الصغار 8 تلامذة أنا مثلا الجميل 8 تلامذة عندهم الفروع المكتسب هذا. بعد الفيلم ونقاش الفيلم ساعة صدموا ولكن عجبتهم، يعني الأرنب من بعد ولا بطل اللي كان معناها ميؤوس منه كانوا يلوحوها حضر سلحفاة بالبت معناها وأهالي معشر الأرانب. من بعد ولاو 3 برك في الحصة الأولى. هذه هي الحكاية ويعطيكم الصحة بالآخر. Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez chercher Madame Amber? Je ne sais pas si Riva il a quand même alterné entre français et arabe. Je ne sais pas si vous avez compris l'essentiel de son exposé. Mais en gros, au début, il a exposé vraiment des chiffres très alarmants sur la situation dans le monde arabe et surtout en Tunisie. On ne lit pas assez. Donc, un quart de page pour les Tunisiens, je crois, par année. Hein. C'est très 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 peu. Donc il voulait analyser ou étudier des facteurs qui pourraient expliquer cette réalité un peu alarmante. Donc on se trouve toujours dans les derniers ranks par rapport à d'autres pays. Donc il nous a exposé certains facteurs dans le facteur technologique. Pour M. Liva, donc est-ce que le numérique tue la lecture? C'est pas vraiment ça, parce qu'on a vu à travers certains exemples que produire des documents numériques, ça pourrait intéresser certains types de lecteurs. Il a également étudié certaines variables sociologiques, comme l'analphabétisme, où les 2/3 d'analphabètes sont surtout des femmes. Et aujourd'hui, on parle plutôt d'analphabétisme numérique ou technologique. Il a également exposé le problème des méthodes pédagogiques, sur 8 pays arabes, donc dans 8 pays arabes, l'éducation n'est pas obligatoire. D'autres variables socio-culturelles, comme par exemple certains États, ils investissent dans l'achat d'armes, dans tout ce qui est publicité, l'achat de la production de cigarettes et tout ça, alors qu'en Tunisie, par exemple, 30 dinars sont réservés par année pour l'achat de livres. Le facteur politique, donc le système politique dans le monde arabe, donc les dictatures, donc dans un système politique, ce genre de système politique n'encourage pas le citoyen à lire ou à investir dans l'enseignement. Souvent c'est le manque de ressources, mais aussi le manque d'encouragement. Il a cité quelques actions urgentes donc de la part du ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture et même de la société civile, donc pour pallier à ce problème. Et malgré ces efforts, les Tunisiens boudent encore les bibliothèques publiques, ne lisent pas assez ou tout simplement n'aiment pas du tout la lecture. Aussi, il a constaté que l'enfant a perdu cet instinct du savoir. Donc il faudrait peut-être revoir les méthodes pédagogiques, surtout que dans les écoles, la séance de lecture n'est pas obligatoire. Elle n'est pas donc notée, et donc ça explique le manque d'intérêt pour la lecture. Donc il a également expliqué le rôle de l'école, le rôle de la famille et des institutions d'État surtout, et les associations pour pallier à cette situation. On arrive enfin à l'approche psychologique, où dans certains cas et dans certaines familles, lire c'est une punition. Donc, au lieu qu'on voit plutôt le document comme un objet transitionnel, on le voit comme plutôt une punition, et la lecture n'est pas souvent un moment privilégié.
Alors, la bibliothérapie, comment se soigner par la lecture? Alors, certaines maladies, selon certaines études, certaines maladies comme l'Alzheimer ou le manque de concentration est prévenu par des séances de lecture. Donc, Sylvida, il a cité une étude sur 200 dépressifs, dont la moitié est soignée par un traitement chimique et l'autre moitié par des séances de lecture. 42,5% de ces dépressifs ont guéri et n'ont pas récidivé, contre 24% de ceux qui ont suivi un traitement chimique. La même expérience a été aussi faite sur des personnes âgées. Donc il faudrait investir plus dans l'intelligence, comment vous l'appelez, cognitive multiple. Et donc il nous donne l'exemple de l'histoire de la fourmi de la cigale, où quand on raconte donc l'histoire traditionnelle, on voit plutôt la fourmi, c'est elle qui travaille plus, alors que la cigale, c'est le fainéant qui ne fournit aucun effort. Si on relit l'histoire autrement, donc le cas de la fourmi qui est tombée malade, la cigale qui est venue la soigner en chantant et en dansant. Et donc là, en racontant cette histoire autrement aux enfants, on voit qu'il y a un changement d'attitude. Donc ils voient que la cigale, elle joue un rôle important. Donc c'était un peu le psychothérapeute. Voilà pour résumer. J'invite tout de suite Madame Alex Lambert pour nous présenter l'expérience de bibliothèque, c'est ça? Bonsoir. Merci à tous d'être restés. Je vais être très brève. Donc, je vais me présenter, dans un premier temps, présenter les actions de Biblionef ici en Tunisie, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Et de ces difficultés, nous aborderons la question qui nous occupe, à savoir la classification du fonds documentaire dans les bibliothèques scolaires et plus généralement de l'aménagement de l'espace et de l'accessibilité de la ressource documentaire. Donc, je m'appelle Alexia Lambert, je suis responsable du bureau de représentation de Biblionef en Tunisie. Biblionef est une ONG internationale qui œuvre depuis plus de 25 ans à l'accès aux livres et à la lecture dans le monde. Nous avons initié depuis 2016 un très vaste projet en Tunisie qui consiste en l'ouverture de bibliothèques exclusivement scolaires dans des établissements publics dits prioritaires par le ministère de l'Éducation nationale tunisien. Ce projet est divisé en deux programmes. L'un est destiné aux établissements primaires, le second concerne le secondaire et concerne l'implantation de médiathèques régionales dans les établissements pilotes. Ces médiathèques régionales rayonnent sur un réseau d'établissements scolaires aux alentours. Les deux premières médiathèques régionales qui ont été installées sont implantées au lycée pilote de Siliana et au lycée de Béja-Nord. D'expérience, voilà, nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés qui ont été largement détaillées, notamment par M. Benromdan, à savoir l'absence de locaux dans de nombreux établissements scolaires et surtout la question du personnel et de sa formation. Les lycées pilotes ont l'avantage de tous bénéficier d'une vaste salle destinée à abriter une bibliothèque scolaire. Malgré tout, le personnel dédié à la gestion de ces bibliothèques ne bénéficie que peu d'accompagnement, voire de formation. De là se pose la question donc, de la gestion de ces bibliothèques, de leur aménagement et aussi de leur animation. Est-ce que nous devons déléguer cette partie au corps enseignant, en plus de son travail strictement pédagogique?
Est-ce que nous devons le déléguer à du personnel administratif qui n'aurait pas forcément la formation nécessaire, adéquate, ou essayons-nous de, un peu un pansement sur une jambe de bois, de former autant que possible ce personnel. À ce stade, il faut bien faire la différence entre les établissements primaires et le secondaire. Dans les établissements primaires, une bibliothèque est plutôt destinée à l'initiation à la lecture. Dans les établissements secondaires, on est plus sur des centres de documentation, des centres d'information. Donc déjà, le rôle de la bibliothèque n'est pas le même dans un établissement primaire et dans un établissement secondaire. Les établissements secondaires vont plus être tournés vers la recherche, un fonds documentaire d'ordre scientifique, et la lecture va être reléguée dans la sphère privée, ça ne concerne plus l'établissement scolaire. Tandis qu'en milieu primaire, dans les établissements primaires, on est sur de l'initiation, sur de la découverte du livre et de la lecture. Ce que Biblionef essaye de faire, comme je vous l'ai dit, c'est de faciliter l'accès au livre sous toutes ses formes. De la lecture plaisir, donc de la littérature, mais aussi le livre comme base du savoir, à savoir comme ressource documentaire, une ressource purement informative. Dans l'aménagement de l'espace d'une bibliothèque, on va retrouver ces deux volets, ces deux caractéristiques d'une bibliothèque. La première question qui se pose, c'est: devons-nous faire un classement par genre et donc délimiter un espace entre ce qui relèverait de la lecture, de la littérature, et ce qui relèverait de la ressource documentaire? Dans les bibliothèques que nous créons, nous essayons, autant que faire se peut, d'aménager l'espace de cette façon-là, de façon à ce que l'espace soit pratique, soit facile à utiliser, aussi bien par les élèves que par les enseignants, que très rapidement ils puissent se repérer et s'orienter directement vers ce qu'ils sont venus chercher, à savoir soit un ouvrage de littérature, soit un ouvrage d'ordre scientifique. Donc ce sera la première classification des documents. Le deuxième problème auquel nous sommes confrontés est celui de la langue. Donc, le Biblionef, dans les bibliothèques que nous ouvrons, essaye de faire la parité entre la langue arabe et la langue française. Se pose alors la question de la séparation de l'espace entre ces langues. Est-ce que nous faisons une étagère spécifiquement dédiée au français? Est-ce que nous faisons une étagère spécifiquement dédiée à l'arabe? Nous avons écarté ce classement, clairement, puisque l'idée n'est pas de faire une démarcation, l'idée n'est pas d'opposer les langues, mais bien de créer une complémentarité entre les ressources. Certaines ressources sont disponibles en français, certaines sont disponibles en arabe. Donc nous avons privilégié un classement par genre, et les langues vont se succéder. Idem pour les ressources d'ordre scientifique. Car un enfant, un élève, lorsqu'il va faire des recherches, il va identifier immédiatement l'étagère qui comporte la ressource dont il a besoin. Instinctivement, j'ai envie de dire, par facilité, ils vont s'orienter vers des ressources en arabe. C'est plus pratique, c'est plus commode. Si l'information nécessaire n'est pas disponible en arabe, le chemin est très rapide, étant donné que la ressource en français va suivre sur l'étagère. Donc il sera amené en fait à consulter un ouvrage en français, un ouvrage en anglais, etc. Il sera de fait amené à croiser ses sources, à enrichir les ressources qu'il a à disposition. Et il pourra passer très rapidement d'une langue à l'autre
sans pour autant faire de différence significative entre les deux. Les deux perdront toute connotation pour, au final, n'offrir que ce qu'elles sont, à savoir une base, un médium pour délivrer un savoir. Donc, nous avons volontairement cherché à faire tomber les barrières entre les langues en mixant justement arabe, français, anglais autant que faire se peut. Dans les bibliothèques que nous créons, la ressource fait un peu défaut. De façon justement à ce que ça ne soit pas opposé, ce ne soit pas une opposition frontale en fait. À partir de là, la gestion du fonds est d'autant plus complexe. Vous avez abordé la question des logiciels de gestion, les bibliothèques étant gérées par des personnels peu, voire pas formés en matière de gestion documentaire. L'utilisation d'un logiciel de gestion peut être complexe et nécessite d'être accompagné. Voilà, d'où effectivement la question de la formation qui est essentielle, mais aussi des ressources disponibles. C'est-à-dire que dans une bibliothèque bilingue, voire trilingue, sur 2 alphabets, quels outils a-t-on en main pour traiter et gérer un fonds documentaire en 2 langues, en 2 alphabets? Donc cette question a été tranchée grâce au soutien de la Bibliothèque nationale, puisque les bibliothèques publiques en Tunisie disposent d'un logiciel de gestion qui prend en charge ces deux alphabets. Pour l'heure, nous n'avions pas accès à ce logiciel. Donc nous ne proposions qu'un outil de gestion en alphabet latin, ce qui obligeait le personnel des bibliothèques à retranscrire en alphabet latin les documents en arabe. C'était loin de faciliter la gestion. Donc il y a aussi cette question des outils, et notamment dans les petites bibliothèques, ça nécessite un équipement informatique, et ça nécessite la pratique de ce logiciel qui peut être un peu complexe. Au niveau de la répartition sur les étagères, on va retrouver ce même problème, à savoir la cotation. Un centre documentaire aura tendance à privilégier une classification d'ordre scientifique et suivra la classification Dewey, qui n'est pas forcément accessible pour les élèves. Donc il y a un problème de repérage de la part des élèves et il y a un problème aussi au niveau du personnel pour acquérir la maîtrise de cet outil-là, de cette classification. Donc nous avons tendance à la simplifier, tout simplement. À essayer de faire un aménagement de l'espace donc par genre, par catégorie d'ouvrage, et au sein de cette catégorie, adopter une classification simplifiée de la classification Dewey. Cette classification va poser un problème au niveau de la littérature, puisque nous ne souhaitons pas créer de barrières entre le français et l'arabe sur les textes littéraires non plus. Donc, toutes ces questions, je les soumets à votre réflexion. C'est des pistes. Au fur et à mesure que nous créons des bibliothèques, que nous formons le personnel, que nous l'accompagnons en tant que faire se peut, nous rencontrons systématiquement de nouvelles difficultés et nous réorientons. Donc les pistes que je soumets à votre réflexion sont absolument ouvertes, rien n'est coulé dans le marbre, et ça dépend aussi énormément de la personne en charge de la bibliothèque. Mais l'objectif est avant tout de la rendre pratique, utilisable pour des élèves à partir du plus jeune âge jusqu'à la fin du lycée,
Donc là aussi, on va complexifier au fur et à mesure qu'on monte dans les échelons. On va complexifier un peu la classification pour la rendre d'autant plus pratique. Voilà, un petit intermède musical. Et le dernier point et sur lequel je vais conclure très rapidement, c'est la question de l'animation des bibliothèques, puisque nous nous sommes aperçus au fur et à mesure de nos expériences, notamment dans les établissements primaires, les élèves ont très peu l'habitude de manipuler le livre, ont très peu l'habitude d'utiliser le livre tant comme ressource documentaire que comme loisir. Donc il y a une nécessité absolue d'accompagner l'élève, de l'amener vers le livre. Donc ça sous-entend tout un planning d'activités, d'éveil à la lecture, d'animation au sein de la bibliothèque. Et ça, au niveau de l'espace, c'est essentiel. Parce qu'il faut que la salle et les étagères, les chaises, le mobilier soient modulables, de façon à pouvoir être bougé très rapidement lorsqu'il y a des animations, lorsque la bibliothèque accueille par exemple une classe entière. Il faut que les étagères soient, l'aménagement de la bibliothèque soit modulable. Donc là encore, on en revient au constat qu'a fait M. Benromdan dans les établissements qu'il a fréquentés, qu'il a rencontrés. Le mobilier n'est pas forcément adapté. Donc on va avoir des étagères qui sont lourdes, qui sont fixes bien souvent. Quand on a ce type de mobilier, ce qui semble le plus simple, ça va être un aménagement le long des murs, de façon à dégager l'espace central pour pouvoir pratiquer ce genre d'activité. Le risque que l'on court si l'on fait ce type d'aménagement, c'est que très rapidement, on a une salle qui va perdre de son attrait et qui va pouvoir se transformer très rapidement, comme on l'a dit, en salle de permanence, en salle de cours, et on va avoir tendance à retomber sur quelque chose de très scolaire, avec de longues tables, etc., pour meubler l'espace central. Si l'on veut faire des cloisonnements, des petits espaces individuels, où le lecteur peut s'isoler, où on va créer une sorte d'intimité, ça nécessite du mobilier qui va être beaucoup plus léger et qui va pouvoir être bougé en fonction des activités que l'on va proposer au sein de la bibliothèque. Et là, on va retomber forcément sur des difficultés d'ordre matériel. Où est-ce qu'on se procure ce type d'équipement, qui est en mesure de le fournir, et dans le cas des établissements primaires, il va se poser la question de la sécurité, puisque des étagères mobiles nécessitent un peu de sécurité, et donc on va être sur du matériel qui va être beaucoup plus cher, beaucoup moins accessible pour de toutes petites écoles primaires. Donc voilà un petit peu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans l'aménagement des bibliothèques en milieu scolaire, à savoir la question de l'espace, la question de l'équipement, la question de la formation du personnel en charge de ces bibliothèques. Voilà. Merci. Ça me passionnait. Et je ne m'arrêtais pas de lire ni d'écrire. Donc il a fallu qu'il y ait un événement de 2011 pour que cette oppression interne se dégage, qui était très lourde, que j'avais supportée pendant des années. Et cette expérience doit laisser beaucoup d'autres personnes
réfléchir sur ce point que je considère très important, parce que le fait le thème de la thérapie que vous avez abordé m'a vraiment impressionné à mon niveau, et j'ai beaucoup senti qu'il a fallu que j'évoque ça devant vous, parce que aujourd'hui je me sens très bien, je continue à écrire, j'aborde déjà un ouvrage poétique sur l'Afrique, et puis je prépare un livre sur toute l'histoire de l'Afrique, depuis le berceau de l'humanité à ce jour, et je vous remercie. C'est la classification simplifiée. Est-ce une classification basée sur la classification d'IRI abrégée ou avec des codes couleurs ou Alors, là encore, ça dépend des établissements, parce que vraiment, on fait la différence entre les établissements primaires et secondaires. Donc, pour les établissements primaires, on va privilégier un classement et un repérage, effectivement, par couleur, par signe, très simple, de façon à ce que l'élève n'ait aucune difficulté à se repérer. Donc, la collection, elle est en accès libre? Oui, autant que faire se peut, oui. Après, pour le secondaire, ce sera une classification de oui, mais simplifiée. Parce que effectivement, c'est quand même extrêmement technique. On va jusqu'à plus de 900, 920, etc. Donc c'est relativement difficile. Pour les niveaux primaires, les étagères sont nommées avec une lettre et avec un code couleur qui correspond au genre. Donc conte, roman, bande dessinée, théâtre, poésie, etc. Donc chaque genre est nommé par son initiale et est associé à un code couleur que l'on va retrouver sur la cote du livre. Parce qu'il y a aussi, et ça c'est le cas dans toutes les bibliothèques, la volonté de bien faire des élèves qui auront tendance à remettre l'ouvrage une fois qu'ils l'ont pris, pour peu qu'ils aient été sensibilisés à la bibliothèque. Et donc très rapidement, on va se retrouver avec des ouvrages bien mélangés, un petit peu... bon. Mais ça part aussi d'une volonté de bien faire, il faut le signaler de la part des élèves. Donc c'est vrai que ce code couleur qui est inscrit sur l'étagère va permettre à l'élève de très rapidement se repérer et quand bien même c'est pas sur le bon rayonnage, au moins c'est sur la bonne étagère. Après, au niveau secondaire, là on complexifie un petit peu la classification, on supprime le code couleur. Ceci étant, on incite vraiment les gestionnaires de bibliothèques à installer une signalétique dans leur bibliothèque, à nommer les étagères, à faire des repères sur les rayonnages, que ce soit des repères alphabétiques, donc vraiment à mettre en place toute une signalétique et à faire concorder cette signalétique avec la cote que l'on va retrouver sur le livre. Et c'est qui gère ces bibliothèques? Dans les établissements primaires, là, ça dépend des cas. Bien souvent, c'est du personnel administratif et relayé par des enseignants. Dans un cas qui me tient particulièrement à cœur et que j'aurais voulu évoquer avec vous dans le cadre de l'atelier 2, à savoir la coopération entre la société civile et les partenaires institutionnels, très brièvement, je vous en dis 2 mots. C'est un projet que nous avons monté avec une association de la société civile qui s'appelle Walawikan. C'est un projet à Gendoura, donc dans la circonscription de Fernana, gouvernorat de Gendouba. Voilà, donc c'est une petite école primaire dans laquelle un local a été mis à disposition par le directeur
pour en faire une bibliothèque scolaire. Donc c'est un local qui normalement était destiné au directeur et qu'il a préféré laisser à son établissement. L'association Walawikan a pris en charge l'intégralité des restaurations de ce local qui fait quand même 75 mètres carrés pour une école de 165 élèves. Dans ce local, nous avons implanté une très grande bibliothèque puisque ça le permettait, et l'association a spécifiquement engagé une personne pour gérer cette bibliothèque. Donc ça n'est pas un personnel enseignant, c'est un personnel qui a été reconnu par le commissariat régional de l'éducation à Gendouba et qui est à temps plein dédié à la gestion et à l'animation de cette bibliothèque. Donc là, c'est un travail commun entre les pouvoirs publics via le commissariat régional de l'éducation, entre la société civile par cette association et Biblionef. Et c'est vraiment un travail qui a abouti à des résultats spectaculaires, puisque dans une petite bourgade, parce que Gentura c'est petit, c'est relativement loin de Fernana, qui est donc la ville la plus proche à bénéficier d'équipements culturels tels qu'une maison de la culture, une maison de jeunes et une bibliothèque publique. Et Gentura, cette école, draine des élèves qui viennent parfois de plus de 5 km pour aller à l'école. Donc cette bibliothèque est vraiment un noyau, on va dire, et nous sommes très fiers de cette collaboration. Donc dans ce cas-là, par exemple, une personne a spécifiquement été recrutée pour la gestion de la bibliothèque. Ça, il va de soi qu'on ne peut pas le multiplier à l'infini et dans l'ensemble des établissements scolaires, puisque la société civile, aussi impliquée soit-elle, ne peut en aucun cas se substituer au pouvoir public. Donc ce qui a été possible dans un établissement avec la collaboration d'une association ne peut en aucun cas être dupliqué à l'infini sur les milliers d'écoles primaires que compte la Tunisie. Mais nous apportons notre pierre à l'édifice et au moins là nous avons un résultat concret. Donc chaque cas aussi est différent. Cet exemple aussi illustre le fait que chaque cas est différent, chaque école est un cas bien à part. Donc le personnel, là aussi, diffère d'une école à une autre. Ça peut être un personnel administratif, ça peut être un roulement entre les professeurs et les équipes pédagogiques, ça peut être des suppléants qui sont détachés pour animer la bibliothèque scolaire et la gérer. Ça peut être des associations conventionnées qui ont le droit d'accès aux établissements scolaires. Vraiment, chaque cas est différent et il n'y a que pour les lycées pilotes où là, du personnel est en poste et rémunéré, engagé par le ministère de l'Éducation nationale. Madame Halima, ensuite Sani. وحاجة ثانية بدي نلاحظ إنه سرار والنملة هي طبعا فابل اللي فابل لافونتين مبنية أساسا على قيمة العمل. أنا والله ما نعرفش ما حسب رأيي قيمة العمل اللي بتجي بعد في الآخر تكون راهو سرار اللي ما بذلش مجهود واللي ما خدمش راهو في الآخر مهم في المجتمع. هذا راهو احنا تو ماناش ناقصين إنه نكرسوا قيمة اللا عمل. فكنت أتمنى إنك لو كان تصاغ القصة صيغة أخرى وتولي الفن عمل. ما نعرفش ما وصلتنيش المعلومة خاطر علاش إنه سرار في الأول تقدم كيما قدموا لافونتين
قدموا على اساس انه كسول، لكن فجأة هذا الكسول يتحول الى انسان مهم. معناتها هوني بالنسبة للطفل حتى راهو الذي لا يعمل هو في النهاية مهم. واحنا اليوم مجتمعنا كلنا نعرفوا ان عنديو انه من تدني وتراجع قيمة العمل. هذا هي ملاحظة بكل معناتها لطف قدمي لك بارك الله فيك. L'intelligence. Et quand il y a eu d'intelligence, c'est l'expérience qui a eu lieu au Japon et qui a bien eu lieu aussi aux États-Unis. Mais malheureusement, nous n'utilisons que deux intelligences. Voilà, je vous remercie. Effectivement, Daniel Goleman, l'ouvrage de l'intelligence émotionnelle, comment rendre les émotions intelligentes, disait que l'école n'évalue que 20% de nos compétences. Et compétences artistiques, je vois des écrivains avec nous. هنا انا مش قلت قيمه العمل قاعده، لا اعتبار الفن هو عمل. الفن هو عمل انا ما نعرفش انا يمكن خدت في النقاش مع الصغيرات. effectivement النقاش الاول معنا الميثود بري تيست او بري اكسبيريونس بوست اكسبيريونس. من الاول بالنسبه لهم لا سي انيتيل. شو الصراحه قاعد يغني ويضيع الوقت فوالا. كان كذلك المطلوب انه يتم تغيير عقليه الطفل في اتجاه انه الصرار هو يقوم بعمل شاق في اعاده يعني الغناء والتلحين وكذا، حتى يفهم الطفل من خلال ذلك ان الصرار هو يزعج النمله، هو لا يضيع وقته. لكن بعد ولا ما عادش يزعج النمله، سامحني بعد ولا يعالج عشيه صراصير. والحكايات والخرافات عند فيهم وعليهم. يعني انت نجم تبدلها الحكايه، فهمتني؟ نجم تبدل الصرار اللي ما كانش يغني طول العام، راهو بوندون لا سيزون فهمتني تاع الصيف، بوندون كريكولت فقط. فاما في ساير الايام نحن نعرفوا بوندون ليفير ما ثماش صرار. هي الحامي على الصرصار. Je suis l'avocat des secondes, des cigares. هو المثل الماهوش تاع لافونتين، هو تاع ولا كليله ودمنا ولا شيء، وتاع يزوب اليوناني القديم، فهمتني؟ لكن شنو هي؟ انا عجبتني راي المداخل، لازم تتحكم في حوايج معناها موجوده ومسيطر علينا، مسيطر على معناها انا نجم نبدلوا البروفيرب هذاك، نجم تو يقول لك فهمني شو اسمه اسال مجرب وما تسالش طبيب، مش صحيح. جرب فيه تسال طبيب وما تسالش مجرب، انسي دو سويت معناها وبرشا امثال يلزمها تتغير فهمني. يقول لك مثلا شو اسمه يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. ما نعرفش ولا يعني يكرم او ينجح. عشت الهنا ولا رقود الجبل؟ قالوا ايش كيفاه؟ ولا رقدوا في الجبل؟ معناها ثم حوايج لازمنا نبدلوها معناها. وانا لقيت بصراحه التدخل نتاع الرضا لقيته باهي معناها. فما دفع اخر وحس اخر، خاصه كنحط الموسيقى انها هي شفاء للناس، وان العمل نحترمه، ولكن السرار زاد ثم البارسون انترفونسيون معناها لا صوفي معناها شو اسمه النمله وما خلاهاش تموت، وهكاك التلميذ يلقى توازن. وشكرا لك. عشيت oui, juste, je vais être bref. Donc, ce que dit M. Youssef, avec l'apprentissage qu'on dit en surface, l'apprentissage en profondeur, qui demande un peu le développement de ses capacités. Oui, il dit un peu la même chose, pas la même chose, mais il dit
ceux qui font un apprentissage en profondeur dans leur scolarité, ils réussissent leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc, ma question, est-ce que vous avez limité votre étude de compétences managériales, est-ce que cette relation avec la lecture serait un peu valable pour votre classe? Et ma deuxième question, c'est, vous avez parlé de lecture dans l'absolu. J'ai compris que vous n'avez pas séparé la lecture numérique de la lecture des papiers de livres. Or, des études récentes montrent que la lecture numérique ne développe pas autant ces capacités que vous citez. C'est ça mes deux petites questions. Et puis, je veux dire à Madame Alexis Simbert que j'ai beaucoup aimé votre approche. Voilà, on aménage un espace, c'est nécessaire, tout ça, mais il y a un problème. On veut utiliser un matériel qui soit, un mobilier qui soit, enfin, déplaçable, mais il y a un problème de sécurité. On fait quoi alors dans ce cas? Puis aussi, je veux poser une autre question à Madame la Présidente de séance, c'est, on espérait parler de réseau associatif aussi. Donc, si cela est difficile aujourd'hui, peut-être c'est parce que Cyril et moi, on se regarde, on doit faire des recommandations de cet atelier. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire? Est-ce qu'on, par exemple, proposer une recommandation pour qu'il y ait une autre réunion spéciale pour le réseau associatif? Ou je sais pas. Dites-nous, Cyril et moi, ce qu'on doit écrire. Si les associations sont présentes, pourquoi pas? Dites-nous ce qu'on doit écrire, c'est tout. Résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien lorsque on essaye d'aménager une bibliothèque. Donc c'est aussi l'objectif de cet atelier, c'est que je reçoive de votre part certaines pistes, certaines clés, parce que c'est vrai que au fur et à mesure que nous faisons tomber des barrières, on est confronté à d'autres problèmes. Et on n'a pas eu l'occasion de développer l'atelier 2, mais juste un tout petit mot. Il va de soi, selon moi, que pour ce qui concerne les questions d'éducation, il doit y avoir une collaboration entre les pouvoirs publics et la société civile. Mais quelle est la légitimité des associations à intervenir dans le milieu scolaire, dans les écoles? Et quelle est la responsabilité des associations qui le font? C'est des questions qu'on ne peut pas éluder, c'est des questions auxquelles on doit faire face. Et ces problèmes de sécurité, dans un établissement scolaire, on ne peut pas se permettre, en tant qu'intervenant extérieur à l'établissement, de les négliger. Surtout pas. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure que l'on fait une chose, on pense avoir trouvé la solution à un problème, il s'en présente forcément un autre. Donc allez-y, donnez-moi vos idées, monsieur Achicha, dites-moi. Le lien que j'ai fait, c'était l'impact des facteurs psychologiques sur le succès de carrière. Mais en faisant l'entretien avec ceux qui ont été au plus haut niveau d'administration, avec les 12 les ministres et les directeurs généraux et les présidents et directeurs généraux, c'est eux qui ont évoqué la lecture en tant que facteur favorisant non seulement le succès, mais favorisant la dominance de l'encre managériale, la dominance de l'encre service dévouement, et c'était j'ai cité leurs mots, leurs propres mots, quand ils disaient في الليل نشد نقرا على شمعة، يقول لي نقرا على زيت مش على شمعة، نقرا على فتيلة تاع زيت وهي تطفى وانا نشعلها وباش نكمل كتابي ونحس روحي معناها سيتي لوغمو معناها وحقيقه كما هو هذا في الواحد. دونك وفات سيتي سا وقت اللي قتلي امن على التام تاع
انا قلت بوكا با خاطر عندي جيت الوحده كامله عندي رجعت شويه وخذيت وجي في لا ليزون تو سامبلومون. من الغدوه انا قنوط دونك بالحق بالنسبه للليكتور نيميريك وليكتور انا الحق معناها ننصح كونه ليكتور نيميريك الصغير قبل 11 10 ماذا بيه ليكرون لا فريمون معناها تقرا لوين كيسي اما انك تحط له تابلات وفيها باش يعمل ليكتور ابارتير de la tablette avant 10 ans et 11 ans vraiment c'est catastrophique. Voilà. Et Madame la Présidente, je veux une réponse à ma question. On va la discuter. Ici, je pense à la francophonie. Hein. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Alors, effectivement, la filiale tunisienne est une association de droit local tunisien qui est donc enregistrée, publiée au JORC, etc. Nous avons signé une convention avec le ministère de l'Éducation nationale de façon à faciliter nos démarches, à pouvoir entrer dans les établissements scolaires, etc. Lorsque nous avons signé cette convention, nous avons fait valider une liste de 1500 références en français. Donc toutes ces références ont été validées par le ministère de l'Éducation et nous pouvons donc les distribuer à travers les établissements tunisiens. Le stock disponible en Tunisie est renouvelé tous les 6 mois environ. Ce qui fait que à temps T, nous avons environ 500 références disponibles ici en Tunisie. Le choix des livres que nous mettons dans les établissements scolaires se fait de la façon suivante. Nous demandons déjà aux établissements de nous fournir quelques indications sur le niveau des élèves, le niveau en français, leurs intérêts, les thématiques qu'ils développent dans le cadre du programme scolaire, etc. À partir de ces informations, nous les invitons à venir à Tunis dans le centre ressources pour choisir eux-mêmes les ouvrages qu'ils souhaitent sélectionner. Lorsque ça n'est pas possible pour des questions de distance, de transport, etc., nous leur soumettons une présélection. Mais dans tous les cas, c'est eux qui ont le dernier mot, c'est eux qui valident ou non la sélection que nous leur proposons. Donc c'est eux qui choisissent s'ils veulent faire la parité entre les genres, théâtre, poésie, conte, roman, s'ils veulent plus de contes, etc. Pour les livres en langue arabe, ce sont des livres du ministère, tout simplement, puisque Biblionef n'a pas la compétence en arabe. Donc, lorsque nous créons une bibliothèque, que nous l'installons, rayonnage, livres en français, etc., nous orientons l'établissement vers le ministère. Et là, nous ne sommes pas en mesure de prendre aucun engagement pour le ministère. C'est lui qui répond ou non à l'établissement. Généralement, c'est positif. Donc, les livres en arabe sont donnés aux établissements. Très familièrement, c'est leur sauce interne. Donc en arabe, Biblionef n'a clairement pas la compétence pour choisir les livres, pour faire une quelconque sélection. Ça se passe entre l'établissement et le ministère. Pour les ressources en d'autres langues, là nous essayons de développer un réseau de partenaires. Dans certains établissements, nous avons réussi à gagner à notre cause les établissements anglophones et notamment l'école américaine qui, dans un établissement de Tunis, a fait don de livres. Donc là aussi, ça s'est fait entre l'école américaine et l'établissement. Nous avons été un trait d'union entre les deux, nous avons réussi à réunir les deux, mais le choix a été fait dans la sélection que proposait l'école américaine. Le choix a été fait directement par l'établissement. La question de la francophonie, forcément, elle se pose. Elle est là, on est bien d'accord.
Le but de Biblionef n'est en aucun cas de créer des bibliothèques francophones. Ça n'est absolument pas l'objectif et autant que faire se peut, nous travaillons à une parité entre les langues. Mais nous connaissons aussi nos limites, c'est-à-dire que pour la langue française, nous sommes compétents, nous avons la ressource. Pour la langue arabe, nous sommes obligés de faire confiance et de déléguer cette responsabilité. Oui. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre intérêt et rendez-vous donc demain matin. Merci à toi.